biosémiotique, à la géosémiotique et à toute cette nouvelle tendance de sémiotique, parce que l'école sémiotique grecque est une école profondément culturelle. Ça, c'est pour une brève présentation de ce qu'on fait ici. J'espère de continuer cette collaboration avec vous via Fedros. C'était une surprise pour moi de voir votre invitation. Et je vous remercie encore une fois de cette invitation. Non, mais c'est nous. Mais c'est vraiment plutôt à nous de vous dire Efharisto Poli. Pas de quoi. Je vous en prie. Eh bien, je pense que là, il est 2 heures. Il est 2 heures. Là, oui, d'après ma montre, il est 2h07 déjà. Si vous voulez bien, eh bien, en vous écoutant parler, on se reconnaissait, mais on se reconnaissait vraiment comme 2 gouttes d'eau, parce que nous avons, figurez-vous, nous avons à peu près les mêmes références, les mêmes points de fixation. C'est évidemment au milieu d'une scène plurielle, mais au Brésil, c'est un vaste territoire, vous savez, il y a de la place pour tout le monde. Nous avons des sémioticiens de toutes les tendances qui sont représentés au pays, mais la sémiotique de l'école de Paris, elle compte parmi les toutes premières références des sémioticiens brésiliens depuis les tout débuts, depuis que la sémiotique existe au Brésil, depuis la fin des années 60 déjà. Ça remonte vraiment aux premières années de l'activité sémiotique institutionnalisée. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu, jusqu'à présent, on peut déjà parler de générations successives de sémioticiens chez nous, comme ailleurs. Et c'est donc à ne pas manquer. Nous voyons la rencontre, la présente rencontre comme le point de départ d'une collaboration appelée à durer. Donc, du moins, c'est ce que nous espérons. Nous avons l'habitude, peut-être que juste avant, les gens vous ont averti. Je sais, vous parliez avec Clarissa tout à l'heure, au moment où j'ai allumé mon ordinateur. Clarissa, c'est entre autres choses la personne qui a dessiné la très jolie affiche que vous voyez en cet instant. C'est elle, l'artiste. Et je vous remercie. Étudiante, c'est une doctorante de notre école doctorale en sémiotique. Et ce que j'allais dire, nous avons l'habitude, professeur, d'enregistrer les exposés si vous n'y voyez pas d'inconvénient, parce qu'après, on les met sur nous avons une page YouTube. Non, je n'ai aucun problème. Aucun problème, on peut enregistrer? Comme vous voulez, bien sûr, oui. Très, très bien. Alors, je pense qu'on peut vraiment y aller. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. Encore une fois, maintenant officiellement, là on enregistre. Nous sommes très heureux d'accueillir le professeur Evangelos Kourdis pour cette intervention dans le cadre du Forum sur l'actualité de la recherche sémiotique FAPS. Je salue aussi la présence de nos collègues qui nous font l'amitié d'être des nôtres cet après-midi ou ce soir, selon leur latitude. Bonjour, chers collègues Didier Tsala, chers collègues, chers amis. C'est avec plaisir que nous t'accueillons parmi nous. Bonjour Yvan, merci beaucoup. Bonjour Evangelos, très content d'être avec vous. Bonjour Didier. Bonjour Didier, nous sommes contents vraiment de te voir là. Merci beaucoup. C'est le jardin, il fait encore beau, il fait encore nuit, il est 19h, mais il fait encore beau. Il y a encore du soleil, ça va. Oui, ça peut se voir. Je suis très content. Très bien. Alors, je vais passer la parole
à Elisabeth, à Beth Arco, qui présentera le professeur, notre invité aujourd'hui, le professeur Kourdis, pour lui donner la parole juste après. Beth? Boa tarde a todos e todas. Começo em português para mudar. Satisfação ver amigos, amigas, Daiane, Renata, outros nomes, Didier, Evangelos, Hernani, Valdir et muitos mais. Bon, je passe au français. C'est une satisfaction de vous voir tous, toutes, ici cet après-midi pour nous, ce soir en Grèce, et pour nos collègues européens. C'est vraiment un honneur de recevoir le professeur Evangelos Kourdis, professeur de sémiologie de traduction au département de langue et littérature française à l'université Aristote de Thessalonique, Grèce. Il est directeur du Sémiolab, laboratoire de sémiotique, et aussi coordonne la maîtrise en sémiotique, culture et communication dans la même université. Il est aussi vice-président de la Société hellénique de sémiotique et représentant de la Grèce dans l'Association internationale de sémiotique. Ces recherches se concentrent surtout sur l'intersémioticité, ce qui, en ce moment, c'est une question qui m'occupe pas mal. J'essaie de comprendre un peu plus sur cette notion, mais aussi l'idéologie linguistique, la dialectologie sociale et la communication visuelle. Bon, il a beaucoup publié et vous pouvez avoir plus d'informations sur lui. Et sur son exposé aujourd'hui, l'intersémioticité en question, sur la page du FAPS et aussi sur Internet, évidemment. Merci beaucoup, Evangelos Kourdis, d'être ici avec nous. Je vous passe la parole et bon, c'est vraiment un plaisir. Je vous remercie encore une fois de votre invitation, de votre présentation. Je suis ravi d'être avec vous ce soir en Grèce, cet après-midi au Brésil. Et je vais vous présenter quelques réflexions sur la nature de la traduction intersémiotique. Et après, je vais vous présenter une analyse critique du concept de l'intersémioticité. Et je partage mon écran. D'abord, je dois ouvrir le document. Et un instant, s'il vous plaît. Non. Vous ne le voyez pas encore. Oui. C'est bien maintenant, je crois. Et vous voyez mon document? Oui, c'est bien. Oui, maintenant, oui. Oh, très bien. L'intérêt que porte la sémiotique à la traduction est ancien. Et Umberto Eco observe que pendant le développement des études sémiotiques, le concept de traduction devient central, même quand il n'est pas explicité. Pour la sémiotique, la traduction est une activité purement sémiotique, puisqu'elle est l'exemple le plus évident de la façon dont on essaie de dire la même chose avec des systèmes de signes différents, de passer une information d'un système sémiotique à un autre. Mon intervention présente quelques réflexions sur la nature de la traduction intersémiotique. L'ampleur de ce type de traduction n'est pas encore définie, malgré toutes les définitions et approches qui ne diminuent pas son importance dans la communication humaine. Il est à noter que, bien que le terme traduction intersémiotique classifie par lui-même ce processus de communication dans les études traductologiques,
De nombreux champs scientifiques comme la sémiotique, la traductologie, les études culturelles, les études interartistiques, les sciences herméneutiques revendiquent, chacun de son côté avec ses arguments, ce champ scientifique. 5 décennies environ après la fameuse tripartition du processus de traduction par Roman Jakobson et la définition qu'il a donnée de la traduction intersémiotique ou transmutation comme l'interprétation des signes linguistiques au moyen de systèmes de signes non linguistiques, une querelle scientifique, notamment entre sémioticiens et traductologues, concernant la nature traductologique de l'intersémioticité, semble continuer. Ainsi, pour Peters, la traduction intralinguale paraît être l'objet d'étude de la linguistique, la traduction interlinguale, c'est lieu de la traductologie, et la traduction intersémiotique, c'est lieu de la sémiotique. Pour des traductologues comme Mandei, les études traductologiques ciblent traditionnellement la traduction interlinguale, mais pas exclusivement. On voit un élargissement dans le processus de voir qu'est-ce que c'est ce nouveau type, pas si nouveau bien sûr, mais pour les traductologues, il semble être un concept assez complexe, assez bizarre. Gambier constate que la traduction intersémiotique est largement rejetée comme n'étant pas subsumée par la catégorie traduction. En outre, un trait semble suffisant mais pas nécessaire pour parler de traduction, la langue, considérant que la participation du système sémiotique de la langue dans ce processus de traduction est un fait. En fait, la tripartition du processus de traduction par Jakobson est une classification faite par un linguiste ayant au centre de sa préoccupation le système sémiotique de la langue, même dans le cas de la traduction intersémiotique. Quelle que soit la typologie de traduction proposée par Touri, par Petril, par Torop, il y a assez de typologies de traduction proposées, celle-ci connote un regard sémiotique sur la traduction, tenant compte que l'implication de la langue dans la synergie des systèmes sémiotiques, une synergie inévitable de nos jours, qui vise la reconnaissance et l'interprétation des messages, donne raison à ceux qui classifient l'intersémioticité dans les sciences herméneutiques tout en la dotant de nature traductologique aussi. Comme le remarque Gagnepin, dans l'intersémioticité, il y a mélange de paroles et de sémiotique, c'est-à-dire davantage une espèce de complémentarité dans l'échange qu'une affaire de traduction. La sémioticienne de la traduction italienne, Suzanne Petrilli, comme d'autres sémioticiens de la traduction, ne considère pas la langue comme partie synthétique obligatoire dans la traduction intersémiotique, soutenant que les processus de traduction peuvent être intérieurs dans la même langue, ils peuvent avoir lieu entre systèmes de signes verbaux et non-verbaux et vice-versa, ou entre systèmes de signes non-verbaux et encore une fois une variété des langues non-verbales. D'après nous, on peut répondre à ces approches si on tient compte de la présence et de l'influence de l'iconicité de la synergie des systèmes sémiotiques. C'est pour cela que des traductologues comme Mandei mentionnent que les scientifiques de traduction sont encouragés à chercher derrière le mot écrit, à incorporer le visuel et le multimodal en général dans leurs recherches. Mais aussi, Mona Baker pense que la traduction par illustration, Mona Baker n'utilise pas le terme traduction intersémiotique ou intersémioticité, mais il parle de la traduction par illustration, est une option utile si le mot qui manque d'équivalent dans la langue cible réfère à une entité physique qui peut être illustrée, en particulier s'il n'y a pas de restriction d'espace et si le texte doit rester court, concis et ciblé. Pourtant, cette réflexion date longtemps. Roland Barthes se demandait si l'image double certaines informations du texte par un phénomène de redondance, ou si le texte ajoute une information inédite à l'image, n'excluant pas ainsi le cas de la traduction intersémiotique telle qu'elle a été décrite par Jakobson. Ici, je dois souligner que Roland Barthes n'a jamais utilisé le terme traduction intersémiotique ou intersémioticité, ce qui est bizarre d'après moi. De son côté, Eco souligne que les phénomènes de communication ne sont pas tous explicables avec les catégories de la linguistique, mais il considère que la définition de Jakobson pour la traduction intersémiotique se réfère à une paire de systèmes sémiotiques dont l'un est toujours la langue. Et cela, même si la pratique de la traduction intersémiotique aujourd'hui inclut aussi la transmutation entre des systèmes sémiotiques non verbaux. Dans ce cadre,
Dans un dictionnaire de vocabulaire sémiotique publié en France, Rastier mentionne qu'à l'exception des algèbres, qui par définition ne révèlent que d'un seul système de signes et dont l'interprétation peut être différée le temps de calcul, toutes les performances sémiotiques et les objets culturels qui en résultent procèdent de la mise en interaction réglée de plusieurs systèmes sémiotiques. Cette notion de la synergie, c'est une notion qui est une notion de base pour l'école sémiotique de Paris. À la question comment cette intersémioticité résulte, beaucoup de termes apparaissent, revendiquant leur place dans la théorie de la sémiotique. Synergie, syncrétisme, interaction, concurrence. Mais est-ce l'intersémioticité le produit dans des termes précédents ou de tous les termes à la fois? Il est vrai que les deux premiers termes, ceux de synergie et de syncrétisme, sont considérés comme les plus fréquents et dominants lorsqu'on parle de la traduction intersémiotique. Ainsi, la question posée est si cette coexistence des messages peut être identifiée en tant que traduction intersémiotique, puisque pour la réalisation de ce type de traduction, on a besoin au moins de deux systèmes sémiotiques qui doivent dire la même ou presque la même chose. Si on adopte la position de Barthes que les systèmes de signification sont tous compréhensibles et traduisibles dans ce système de signes suprême qu'est la langue, on peut chercher ce deuxième système sémiotique qui participe à la traduction intersémiotique dans les systèmes iconiques, gestuels, musical, spatial. L'iconique étant d'après nous le plus concerné. Pourtant, cette dualité peut être mise en cause. Lida Gorley pense que la traduction intersémiotique est entièrement triadique ou plus compliquée, puisqu'elle implique l'union des traductions intermédiaires dans une traduction qui les incorpore. Il y a donc d'autres aussi approches en ce qui concerne la complexité de ce phénomène communicatif. Et, en ce qui concerne maintenant le degré de l'intersémioticité, lorsque nous parlons de degré d'intersémioticité, nous focalisons sur les éléments traduits, les éléments transmutés, et plus précisément, s'ils sont tous traduits, ce qu'on nomme traduction intersémiotique totale, ou si un certain nombre, grand ou petit, n'est pas traduit, ce qu'on nomme traduction intersémiotique quasi totale et partielle respectivement. Il est à mentionner que la traduction intersémiotique peut être dotée d'une sorte de littéralité, un procédé de traduction qui caractérise la traduction interlinguale. Pereira affirme que la traduction intersémiotique littérale est rencontrée dans l'illustration, dans le cas où une partie du texte est totalement ou en majeure partie reproduite dans l'image, ce qui nous rappelle la position de Mona Baker. Il est à noter aussi que dans notre cas, nous retenons si des énoncés ou des éléments précis sont traduits et transmutés. Et ainsi, nous ne sommes pas intéressés à une adresse, par exemple, ou un numéro de téléphone paru dans une synthèse de système sémiotique, mais nous centrons sur le message à traduire, à transmuter. Donc, l'intersémioticité est dotée de certaines caractéristiques comme le message concret et le changement de la nature même du système sémiotique étant des présuppositions pour atteindre l'intersémioticité. Nous faisons allusion à la nature des systèmes sémiotiques parce que le changement d'un système ne peut pas assurer l'intersémioticité. Ainsi, si nous traduisons un système sémiotique linguistique, par exemple l'anglais, dans un autre système sémiotique linguistique, le français, nous avons le passage d'un code sémiotique à un autre, mais nous n'avons pas l'intersémioticité, puisque nous traduisons la langue par la langue. Pourtant, ce n'est pas le cas si nous traduisons un système sémiotique linguistique par un système sémiotique iconique. Étant donné que le point de départ de toute étude concernant la traduction intersémiotique adopte la définition de Jacobson, où le point de départ est toujours le système sémiotique de la langue, le terme traduction intersémiotique totale assurerait d'après nous que tous les éléments verbaux sont traduits par des éléments non verbaux. Donc, nous parlons d'une équivalence parfaite des éléments verbaux et non verbaux, et nous allons ensuite vous présenter des cas de traduction intersémiotique et nous allons essayer de justifier pourquoi ce sont des traductions intersémiotiques totales. Voici le premier exemple à votre écran. L'exemple que vous voyez, tiré du dictionnaire de compréhension de production des expressions fusées de Robert Gallichon,
nous voyons comment la traduction intersémiotique totale est utilisée dans l'enseignement des expressions figées en français. L'expression figée « tirer le diable par la queue » est présentée entre guillemets juste après sa traduction intralinguale « manquer de ressources pour vivre » en italique. Au-dessus de ces deux énoncés français, il y a un dessin qui constitue la traduction intersémiotique de l'expression figée « tirer le diable par la queue », créant un effet humoristique. Il était remarqué qu'un apprenant de français, langue étrangère, peut affronter un problème de compréhension avec l'expression figée, qui paraît bizarre, et pas avec sa traduction intralinguale qui est dotée de sens logiques. Donc, la traduction intersémiotique de cette expression vient dans ce cas confirmer à l'apprenant que la signification de ce qu'il lit, même si cela paraît absurde, est correcte. Donc, nous pouvons affirmer que sa fonction en tant que message iconique est plutôt une fonction emphatique, et c'est pour cela que tous les éléments verbaux sont traduits iconiquement. De même, nous pouvons parler de traduction intersémiotique totale dans l'exemple de l'enseigne commerciale que je vous présente ici. Le rôle d'une enseigne commerciale est d'informer le client sur le genre du commerce et d'ancrer son attention. La visualisation de son message linguistique, cette sorte de traduction intersémiotique, est d'après nous très efficace lorsque le message linguistique est court et concret. Il est à souligner que souvent la traduction intersémiotique dans les enseignes commerciales s'effectue entre un message linguistique et un message iconique, qui n'est pas la photo, mais d'habitude un dessin ou une peinture, assez souvent produit du graphisme. Cela montre que d'autres systèmes sémiotiques participent aussi à la traduction intersémiotique, comme celui du graphisme de la coloration. Dans ce cas que vous voyez, le message iconique cheval est un produit du système sémiotique du graphisme et repose sur le degré d'analogie avec le concept auquel il renvoie. Il comprend littéralement ou symétriquement le message linguistique cheval. Ainsi, il résulte que la traduction intersémiotique ayant un caractère symétrique peut atteindre un degré d'intersémioticité parfaite basé sur le caractère monosémique de la production graphique. En plus, il apparaît que le rôle de la traduction intersémiotique dans ce cas a à faire avec le phénomène de redondance, puisque le message visuel graphique n'ajoute pas une information inédite au message linguistique, se limitant seulement à doubler une information du texte, c'est-à-dire c'est comme la remarque de Roland Barthes quand il a étudié la rhétorique de l'image. De cette façon, on peut soutenir que le créateur de cette enseigne commerciale vise la redondance intercondique de la fonction appellative, puisque le but commercial est d'aider le client à mémoriser à tout prix le nom de l'entreprise commerciale qui utilise cette enseigne, ce qui semble d'après nous efficace. Comme on le but remarque, une traduction intersémiotique efficace d'un dessin recrée le mode dont il structure la signification, en profitant de ses aspects les plus saillants, en reflétant la relation intentionnelle entre l'objet, son auteur et le récepteur, et convenant son degré de conventionnalité. En plus, il est à noter que dans ce message iconique, la traduction intersémiotique s'effectue en synecdoque, puisque le message linguistique cheval se traduit intersémiotiquement seulement par une partie du concept du cheval, de celle de sa tête. Dans la deuxième catégorie de notre typologie de traduction intersémiotique, les signes verbaux sont traduits iconiquement, mais le signe iconique offre quelques éléments supplémentaires, quelques signes supplémentaires. Le plus souvent, ces éléments ne sont pas primaires, mais ils ajoutent certaines informations qui définissent mieux le message verbal. Je vous présente un exemple de traduction intersémiotique quasi totale. Et dans la fiche du film que vous voyez, le titre du film « Le renard et l'enfant » est traduit intersémiotiquement par un renard assis à côté d'un enfant. On peut traduire intersémiotiquement et on peut comprendre qu'il s'agit d'un enfant grâce à sa coiffure et à ses habits. Pourtant, le message iconique ajoute l'information complémentaire qu'il s'agit d'une fille, une information qui ne met pas en cause le message verbal puisqu'il définit le sexe de l'enfant. De plus, le message iconique nous informe que l'histoire du film probablement se déroulera à l'extérieur, un élément qui n'a aucune relation avec le message verbal. Dans ce cas, nous pouvons affirmer que l'image a une fonction complémentaire. De même,
Dans la carte postale qui suit, c'est notre exemple de la traduction intersémiotique quasi totale, le signe verbal souvenir de la tour Eiffel est traduit par le signe iconique de la tour Eiffel. Nous avons ainsi une traduction intersémiotique du message linguistique la tour Eiffel, tandis que le message linguistique souvenir de n'est pas traduit. D'autre part, les éléments complémentaires compris dans le message visuel, comme le port qui figure devant la tour Eiffel et la scène, ne sont pas traduits. D'après nous, ce cas appartient à la catégorie de la traduction intersémiotique quasi totale, parce que ce qui est traduit intersémiotiquement, c'est le message linguistique principal, la tour Eiffel, et cela correspond au but de la création de la carte postale, qui est de faire la publicité de ce monument parisien. Le fait qu'il y ait des éléments iconiques qui ne sont pas traduits linguistiquement est d'ordre secondaire, mais nous ne pouvons pas affirmer qu'il s'agit d'une traduction intersémiotique totale du moment où il y a des signes verbaux non traduits iconiquement. Enfin, en ce qui concerne la traduction intersémiotique partielle, dans ce cas de la traduction, il y a des signes transmutés, mais cette transmutation est d'ordre secondaire et souvent inaccomplie. Ainsi, dans la publicité écrite que vous voyez, l'énoncé Adriana Karembeu est traduit par la photo du mannequin Adriana Karembeu, mais les autres énoncés de la publicité, les énoncés Paris, Gavrilis Group, Parfums and Cosmetics, ne sont pas traduits intersémiotiquement. Pourtant, ces énoncés sont d'importance primordiale puisqu'ils nous informent sur le lieu de la fabrication du parfum, de la publicité, et sur les distributeurs en Grèce. Considérons le système sémiotique verbal. Nous avons une traduction intersémiotique partielle de ce système qui ne vise pas les informations essentielles du produit, mais qui est doté de complémentarité. Ainsi, nous pouvons parler d'une traduction intersémiotique par sélection, puisque les publicistes pensent que seulement la traduction intersémiotique de l'énoncé Adriana Karembeu met en valeur la publicité du parfum et non pas la traduction intersémiotique des autres énoncés. De même, dans l'extrait d'un manuel de langue étrangère, et plus précisément le français langue étrangère que vous voyez, nous voyons que les auteurs du manuel combinent la traduction intralinguale et la traduction intersémiotique. Comment ça se passe? Ils soulignent la date du 1er mai en caractère gras pour souligner cet événement qui est célébré dans le monde entier, mais ici il est présenté dans sa version française. Ces informations culturellement essentielles peuvent être considérées comme traductions intralinguales. Pourtant, les auteurs choisissent que ces informations doivent être accompagnées par un message iconique, un dessin doté d'une fonction complémentaire. Ce message iconique présente un bouquet de muguet, ce qui constitue la traduction intersémiotique partielle de l'énoncé « on offre du muguet qui porte bonheur ». Et nous disons partielle parce que les notions de cadeau et de bonheur ne sont pas représentées dans le message iconique. D'après nous, les auteurs du manuel ont prévu qu'un éventuel problème de compréhension aurait à faire avec cette fleur, probablement moins répandue en Grèce. Ils essayent ainsi d'éviter la mécompréhension de cet élément culturel, s'appuyant sur le système sémiotique iconique. Et la synergie de ces signes est la caractéristique primordiale des moyens de communication dans la vie contemporaine et quotidienne, donnant ainsi l'impression que nous vivons dans le monde des traductions intersémiotiques, pour citer Paolo Fabre. Traduction intersémiotique incluant les signes verbaux et iconiques sont partout, dans la publicité, dans une enseigne commerciale, dans la carte postale, dans une affiche de film, dans un manuel didactique et dans beaucoup d'autres environnements, ce qui amène ECHO à caractériser ce processus de traduction comme un spectacle fascinant. Nous remarquons pourtant que le degré d'intersémioticité dépend du signe iconique, c'est-à-dire si celui-ci reconstruit toutes, presque toutes, ou moins d'informations données par le signe verbal. Et c'est à cette réalité que correspond notre typologie de traduction intersémiotique proposée. Intersémioticité devient ainsi un outil sélectif qui relève des fonctions comme celle de complémentarité et d'emphase. Pour le message iconique, bien sûr. Il est aussi à noter que le signe iconique, laissant aux autres systèmes sémiotiques, il y a bien sûr d'autres systèmes sémiotiques comme le graphisme et la coloration, mais ce sont des systèmes sémiotiques inclus, ce sont des systèmes sémiotiques
codifié, pour utiliser la terminologie de Roland Barthes. Il joue un rôle secondaire, bien qu'il participe presque toujours à ce processus de traduction. Mais tous ces cas montrent que la nature complexe de la traduction intersémiotique, déjà remarquée par Gourlay. Pourtant, d'après nous, dans cette complexité, le signe verbal reste la clé interprétative de la traduction intersémiotique, puisqu'il devient la composante de communication qui assure l'efficacité et l'identification du processus de la traduction intersémiotique. Mais il y a un paradoxe en ce qui concerne l'étude de l'intersémioticité. Il y a un paradoxe qui commence avec le concept de l'intertextualité. Le concept d'intersémioticité dévoile donc ce paradoxe. Il est utilisé par différents champs de recherche, et bien qu'il s'agisse d'un concept connu depuis la fin des années 60, il reste encore relativement nouveau en termes d'analyse théorique. En plus, bien que lorsqu'il a été proposé, il était associé au champ de recherche de la sémiotique, de la linguistique et principalement de la traduction, il n'a pas suscité le grand intérêt auquel on aurait pu attendre de la part des sémiologues et encore bien plus de traductologues. Cette constatation est également surprenante si on considère la renommée de Roman Jakobson en tant que linguiste et sémiologue, ainsi que la nécessité de tenir compte de la contribution des textes iconiques et ou non purement linguistiques à la communication culturelle quotidienne. Sans doute, l'introduction de nouveaux concepts pour l'étude des faits culturels semble être plus facile pour une discipline comme la sémiotique, qui étudie, selon Eco, tous les processus culturels en tant que processus de communication, et plus difficile pour des disciplines dont l'objet d'étude est principalement la langue, comme pour la traductologie. Néanmoins, certains concepts de la sémiotique ont pu influencer la traductologie, qui a adopté des concepts proposés par des théoriciens de la sémiotique, surtout dans la traduction littéraire. Parmi ces concepts, celui de l'intersémioticité, confondu assez souvent avec celui de l'intertextualité. Nous définissons l'intersémioticité en tant que phénomène de communication quotidienne qui concerne la transmutation, la traduction intersémiotique du sens entre deux textes culturels, le texte source et le texte cible. Il est évident que cette approche élargit non seulement la définition de la traduction générale, mais aussi celle de la traduction intersémiotique comme elle a été définie par Roman Jakobson. Il est aussi à noter que si le concept de l'intersémioticité n'a pas enthousiasmé les traductologues, ils ont mieux accueilli celui de l'intertextualité. L'intertextualité, repris par Mikhail Bakhtin, est un phénomène essentiel de la traduction, puisque les intertextes, qui sont porteurs du sens culturel et des connotations, sont présents dans la traduction. Le terme a été proposé et associé, bien sûr, à Julia Kristeva, pour qui l'intertextualité est un croisement d'énoncés pris à d'autres textes, une transposition dans la parole communicative d'énoncés antérieurs ou synchroniques qui évince l'intersubjectivité. Cette conception a été étendue par Roland Barthes qui affirme que tout texte est un intertexte, ce fameux dictum. Il est évident que dans l'intertextualité, il y a un lien, il y a une allusion, il y a un intime, pas toujours étroit entre les textes. L'intersubjectivité à laquelle se réfère Kristeva et la dimension d'anonymité des textes à laquelle se réfère Barthes quand il parle de l'intertextualité ne caractérise pas l'intersémioticité, puisque d'habitude, nous reconnaissons les textes sources et cibles. En plus, dans l'intersémioticité, on parle de transmutation, de transposition de charges d'information du texte. Il s'agit d'une procédure qui peut être étudiée avec des concepts comme la similarité, la substitution et la reproduction entre les deux textes, qui sont aussi des concepts traductologiques. Il est aussi à mentionner que les deux phénomènes de communication, l'intertextualité et l'intersémioticité, sont étroitement liés, mais en même temps, on doit les distinguer. D'après nous, toute traduction intersémiotique a une relation intertextuelle avec son texte source, mais toute relation intertextuelle n'est pas pour autant une relation intersémiotique. Il s'agit d'une différence essentielle entre les deux concepts d'après nous. Ce qui est étrange,
c'est que le concept de l'intertextualité proposé par Julia Kristeva en 1969, 10 ans après la proposition du concept de l'intersémioticité par Roman Jakobson en 1959, a été plus diffusé que celui de l'intersémioticité dans les autres disciplines, la traductologie inclue. Ces dernières décennies, le concept de l'intersémioticité a commencé à être discuté d'une manière plus détaillée et comme un prolongement de celui de l'intertextualité. Si l'intertextualité doit être prise en compte et traduite, comme Laurence Venuti le propose, ce fameux traductologue, pourquoi l'intersémioticité qui partage la même charge d'information, la même signification entre les textes sources et cibles, ne pourrait-elle pas être étudiée dans le cadre de la traductologie? C'est une question que je pose assez souvent à mes collègues traductologues lorsqu'ils me demandent pourquoi vous, les sémioticiens, vous abordez d'une manière différente la traduction. Et bien sûr, ils parlent de la traduction proprement dite, de la traduction interlinguale. Pour Roman Jakobson, qui était linguiste et sémiologue, il n'y avait aucun obstacle de combiner la linguistique et la sémiotique pour étudier les faits communicatifs. Les faits communicatifs syncrétiques en tenant compte que pour la sémiotique, la traductibilité apparaît comme une des propriétés fondamentales des systèmes sémiotiques, comme Greimas et Cortés, ces deux figures éminentes de l'école sémiotique de Paris soutiennent. De même, pour Jakobson, toutes les formes de communication s'accompagnent de certains énoncés verbaux et d'autres manifestations sémiotiques, ou les deux à la fois. S'ils ne sont pas verbalisés, ils sont tous verbalisables, d'après lui, c'est-à-dire traduisibles en messages verbaux, énoncés ou au moins intérieurs. Cependant, pour la traductologie, ce phénomène a été longtemps rejeté comme n'appartenant pas à son champ de recherche. La difficulté qu'il y avait d'introduire des systèmes sémiotiques non verbaux ou multimodaux dans l'étude de la traduction est dans le fait que Jakobson n'a pas argumenté sur sa proposition et qu'il n'est même pas revenu sur ce sujet après la publication de son article célèbre Aspect sémiotique de la traduction. Ce sont les chercheurs postérieurs, les successeurs de Jakobson, qui élaborent le phénomène de l'intersémioticité et qui essayent de révéler sa dimension traductologique. Ce qui est très bizarre, c'est que la majorité des traductologues utilisent la typologie de Roman Jakobson quand ils commencent à étudier les phénomènes de la traduction, mais ils n'adoptent pas la troisième typologie. Ils sont très réservés en ce qui concerne sa troisième proposition. Si dans les études de spectacle, comme le cinéma et le théâtre, ou dans les arts, l'introduction de l'intersémioticité a été plus facile, même parfois sous d'autres thèmes, d'autres noms, comme ceux de l'adaptation ou de l'intericonicité, la réaction contre l'appartenance de l'intersémioticité dans les études traductologiques a été plus forte à cause de sa relation au système sémiotique de la langue. Pourtant, les positions de certains théoriciens de la traductologie ont contribué à une attitude plus positive envers ce phénomène culturel. Il y a des théoriciens qui hésitent entre les deux positions, comme Hermans, qui constate que pour celui qui s'occupe professionnellement de l'étude des systèmes de signes, il n'y a pas de raison de limiter l'étude des phénomènes de traduction à la traduction interlinguale, c'est-à-dire d'exclure l'étude des formes intralinguales, intersémiotiques ou intrasémiotiques. Une attitude plus positive envers la traduction intersémiotique a aussi été retenue par des théoriciens qui ont considéré que les messages non verbaux et multimodaux sont une nécessité de la communication quotidienne et qu'ils font partie du processus de traduction. Il s'agit de théoriciens de la traductologie comme George Steiner, Mona Baker, Jeremy Manday, Marc Delaunay ou Yves Gambier, pour n'en mentionner que quelques-uns. Si on étudie les positions de ces théoriciens, le point commun semble être l'image et l'iconicité en général et comment celle-ci peut contribuer à la traduction interlinguale. C'est-à-dire, il y a un grand nombre de théoriciens de la traduction qui pensent que la contribution de la sémiotique se diminue seulement sur l'iconicité. Comment l'image, comment le système sémiotique iconique peut aider à la traduction interlinguale.
Ainsi, pour Steiner, du fait qu'elle est d'interprétation, la traduction dépasse de loin le domaine verbal. En tant que modèle de la compréhension et de tout le potentiel d'expression, l'analyse de la traduction recouvre des formes intersémiotiques telles que l'établissement de graphiques, les avances et discussions à travers les figures de danse, la mise en musique d'un texte ou même la mise en forme d'humeur et de signification par la musique seule. Je veux maintenant souligner le fait que l'étude de l'intersémioticité en ce qui concerne les phénomènes de la couleur et de la musique ont commencé à attirer l'attention des traductologues après la publication du livre fameux de Umberto Eco, dire presque la même chose, phénomène de la traduction. Certains traductologues nous étonnent encore plus en adoptant des positions qui pourraient être soutenues par des sémioticiens. Ainsi, pour Laurence Venuti nous propose de commencer à réaliser que tout texte qui peut être interprété peut aussi être traduit, une position essentielle de l'école sémiotique de Moscou-Tartu. Par ailleurs, des propositions plus suggestives, comme celle de Bassalamaha, qu'il est temps de proposer un cadre qui nous permet d'élargir la portée de la traduction, non seulement au-delà du transfert interlinguistique, mais également au-delà de l'intersémiotique, semble trop optimiste d'après nous. Il est vrai qu'un grand nombre de chercheurs, surtout dans les études cinématographiques et théâtrales, abordent la traduction intersémiotique en utilisant le concept de l'adaptation. C'est un concept qui n'est lié à la traduction qu'en tant que technique traductive. Bien que ce concept soit placé souvent près de celui de la traduction intersémiotique, pour certains chercheurs comme Umberto Eco, les deux termes ne sont pas identiques. Umberto Eco soutient qu'il est sceptique sur l'opportunité d'appeler les traductions intersémiotiques des transmutations ou adaptations. Eco ne dénonce pas l'intérêt de la sémiotique à la transmutation des textes culturels, mais pour lui, la dimension traductive concerne seulement la traduction interlinguale ou la traduction proprement dite. Cette position d'Umberto Eco pourrait peut-être connoter une autre position scientifique éloignée des concepts fondamentaux de la traductologie. Ainsi, pour Umberto Eco, les cas les plus habituels d'adaptation ou de transmutation sont la version d'un roman en film, parfois en pièce de théâtre, mais aussi l'adaptation d'une fable en ballet ou, comme dans Fantasia de Walt Disney, de musique classique en dessin animé. Pour Eco, l'adaptation peut se réaliser non seulement entre un texte culturel source, un roman, une fable, ou un texte culturel cible, un film, une pièce de théâtre, qui sera son adaptation, mais aussi entre adaptations intermédiaires. Cela le mène à vouloir peut-être se débarrasser de la notion de traduction. Il est déjà connu que dans la traductologie, on s'intéresse toujours au texte cible original qui est traité avec respect. Pourtant, ces dernières années, l'intérêt se concentre aussi sur les adaptations qui résultent d'autres adaptations, surtout au cinéma et à la télévision. Je crois qu'à la télévision, c'est un phénomène plus fréquent. D'après nous, le concept de la traduction intersémiotique pourrait se distinguer de celui de l'adaptation dans le cas du transfert d'une œuvre littéraire à la télévision. Dans ce cas, le transfert du sens, l'adaptation télévisée fonctionne très souvent en créant de nouvelles relations intertextuelles à l'intérieur de l'histoire canonique. La non-connexion de l'intersémioticité avec le processus de traduction permet de traiter la notion d'une façon plus libre. Ainsi, Edeline constate que, bien que la séparation de deux codes de lecture visuelle, image et texte, soit aujourd'hui nette et claire, il existe une tendance constante à glisser de l'un vers l'autre dans nos pratiques. C'est une dualité qu'on cherche à creuser par le concept d'intersémioticité. Edeline avait défini la notion de l'intersémioticité par le fait qu'un élément donné peut être lu aussi bien par un code que par l'autre. Il est vrai que s'il y a difficulté à révéler la dimension traductive dans le passage du transfert d'un système sémiotique verbal à un autre, non verbal ou polysémiotique,
nous pouvons imaginer la difficulté d'inclure la multimodalité d'entre sensorialité. En revanche, quand certains sémiologues veulent souligner la dimension traductive entre la transmutation de deux systèmes sémiotiques différents dans la communication quotidienne, ils préfèrent utiliser d'autres termes comme la transposition. Ainsi, pour Hébert, la transposition suppose le passage transformateur d'un même élément d'un système à un autre. De même, Greimas et Curtés se réfèrent à la transposition lorsqu'ils veulent souligner une autre dimension du processus de la traduction et ils la définissent comme des traductions d'un texte dans un autre texte, d'un niveau de langage dans un autre, d'un langage enfin dans un autre langage. Ce transfert d'informations d'un système sémiotique à l'autre est décrit dans leur dictionnaire de sémiotique raisonnée seulement par les termes de transposition et de transcodage. Bien que Jacobson, il y a 30 ans, ait lié ce processus à la traduction, expliquant que la traduction implique deux messages équivalents dans deux camps différents. Selon Greimas et Curtés, on peut définir le transcodage comme l'opération ou l'ensemble des opérations par laquelle un élément ou un ensemble signifiant sont transposés d'un code dans un autre, d'un langage dans un autre langage. Ces dernières années, un nouveau concept fait son apparition dans les études sémiotiques et traductologiques, celui de la transduction. Ce qui semble étrange, c'est la définition de ce terme. Si le point de départ de toute étude sur la traduction intersémiotique ou transmutation, ou transposition, parce que c'est un terme qui a été aussi utilisé par Roman Jacobson, était le célèbre article de Jacobson, il y aurait une certaine difficulté de définir ce terme récemment apparu dans les études sémiotraductologiques et qui dérive des études biologiques et qui est défini par Seebeck comme la transmutation neurobiologique d'une forme d'énergie à une autre, une définition qui n'a aucune relation avec les études de la culture. Dans la traductologie, la transduction consiste en une série de transformations ou de traductions dans la source et dans la destination, opérées sur la base de l'interprétation d'une homologie probable entre le sens et une chaîne sérielle extériorisée, par exemple parler, écrire ou faire des gestes, comme Petril le mentionne. Pour Paul Fabri, c'est un concept qui semble lier certains aspects traductifs présents dans la traduction intralinguale ou intersémiotique de Jacobson. Plus précisément pour Fabri, la transduction, c'est de la traduction entre systèmes de signes différents. Fabri explique qu'il est possible, par exemple, de traduire à l'intérieur d'une seule langue entre différents types de discursivité. Par exemple, nous pouvons opérer la traduction d'un discours scientifique en un discours poétique. Un autre cas pourrait être celui de traduire entre eux deux types de signes différents, par exemple de la poésie et de la pendule. Le premier exemple nous évoque le célèbre essai de Raymond Queneau, Exercice de style, que Eco classe dans son livre dans le type de remaniement radical. Le deuxième exemple ne concerne pas le système linguistique en général, mais un certain type de discours dans un système sémiotique précis. À l'exception de la définition donnée par Fabri, illustrée d'exemples, le problème des autres définitions semble être qu'elles ne précisent pas le point de départ du processus de la transduction. Qu'est-ce qu'on traduit avec quoi? C'est le nom, un terme comme celui de la transduction ne semble pas être aussi utile à partir du moment où le terme d'intersémioticité peut inclure non seulement la transmutation d'un système sémiotique linguistique à un autre système non purement linguistique, mais aussi entre systèmes sémiotiques non linguistiques. Dans ce cadre, la transmutation entre systèmes iconiques peut être aussi incluse dans l'intersémioticité. Pourquoi j'ai utilisé ce terme aujourd'hui, cette expression aujourd'hui, l'intersémioticité en question? Parce que l'intersémioticité est en question. L'intersémioticité en tant que phénomène de la communication quotidienne peut inclure toutes sortes de transmutations, transpositions de textes culturels, d'après moi.
C'est une notion qui montre ce passage de sens d'un système sémiotique à un autre et permet aussi de parler de prototexte et de métatexte pour utiliser la terminologie de l'école Moscou-Tartu. Des notions essentielles pour la traductologie aussi, bien sûr. Dans la traductologie, on parle aussi du prototexte et du métatexte, mais on préfère les expressions texte source et texte cible. Ainsi, elle peut être considérée comme une notion englobant les cas suivants. La transposition du système sémiotique de la langue à un système sémiotique non verbal, par exemple l'image, la couleur, le dessin. Deuxièmement, la transposition du système sémiotique de la langue à un autre système multimodal, théâtre, cinéma, télévision, Internet. La transposition du système sémiotique iconique à un système sémiotique tout aussi iconique, ce qu'on appelle l'intericonicité. Toutes sortes de transpositions du sens qui ne se limitent pas exclusivement au système sémiotique de la langue. Par exemple, la traduction d'une sculpture avec une pose, ou la traduction d'une gestualité avec le langage de sourds-muets. Il est attendu que le nouveau texte culturel qui résulte de l'intersémioticité soit porteur de connotations supplémentaires. Mais il en est aussi dans la traduction interlinguale et intralinguale. L'intersémioticité est un processus culturel qui nous permet de constater le dialogue entre les textes, le dialogisme, comme cette idée a été développée par Bakhtin. C'est de la nature humaine de produire des traductions intersémiotiques, des transmutations. Mais ces transmutations ne sont pas infinies. À un moment donné, ces nouveaux textes culturels seront très éloignés du texte original. Même leur relation intertextuelle avec le texte original sera très difficile à être identifiée, à tel point que l'on pourra difficilement même parler de transcréation, que nous considérons comme un type d'intertextualité affaiblie. Et je crois que c'est ce point qui crée une problématique de la part des traductologues. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses études dans le domaine de la sémiotique de la traduction se concentrent sur le domaine de la traduction intersémiotique. L'intersémioticité est en fait, comme le mentionnait, comme un phénomène passionnant. Et la question qui se pose est de savoir pourquoi il semble être de plus en plus utilisé dans la communication quotidienne. Pour répondre à cette question, le chercheur pourrait se concentrer sur 4 paramètres clés. Le premier paramètre est le type de texte transmuté. On distingue immédiatement que les textes linguistiques, non linguistiques ou multimodaux sont des textes qui ont un point culturel particulier dans la mémoire collective. Ainsi, avec leur transmutation, le créateur de la traduction intersémiotique essaie de profiter de la valeur positive d'un texte déjà connu pour donner du prestige à son texte culturel qu'il produit intersémiotiquement. Le deuxième paramètre est lié à la facilité et à la rapidité avec laquelle ces traductions intersémiotiques sont transférées à la communication quotidienne au niveau de la culture globale. Une culture qui devient de plus en plus iconique et moins linguistique, mais qui reste comme une culture des œuvres composites et synthétiques qui combinent images et textes. Le système sémiotique de la langue ne semble pas être autant valorisé, autant apprécié que dans le passé, car des informations rapides, croisées ou non, sont transmises plus rapidement grâce à des techniques et méthodes iconiques. C'est une culture qui ne se concentre pas tant sur le créateur que sur la création éphémère, quelque chose qui n'est pas conforme à l'éthique du traducteur, élément structurel de la pensée traductionnelle et traductive, parce qu'une traduction intersémiotique, on peut avoir la jouissance de l'étudier aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe une semaine après, un mois après? Et ce sont des textes éphémères qui disparaissent. Le troisième paramètre est lié à la quantité des éléments traduits intersémiotiquement. Tous les éléments linguistiques et iconiques ne sont pas traduits intersémiotiquement, puisqu'il y a assez souvent une sélection sur les éléments traduits. Cette sélection concerne aussi la traduction interlinguale. Cependant, il y a un grand nombre d'études pour les techniques de traduction interlinguale, ce qui n'est pas le cas pour la traduction intersémiotique, et ça pose un problème. Pourquoi ce troisième type de la typologie de Roman Jacobson
il n'a pas concentré l'intérêt des traducteurs pour étudier leurs techniques. Ces techniques, pardon. Le quatrième paramètre est lié aux limites de l'intersémioticité. Dans quelle mesure peut-on affirmer que le nouveau texte résultant de la transmutation est une traduction intersémiotique de notre? Par exemple, le message iconique qui est transféré d'un système culturel à un autre et dont certains de ses éléments clés sont censurés, est-ce une traduction intersémiotique de l'original en tant que phénomène intericonique? Il en est peut-être ainsi pour la sémiotique, pour les sémioticiens. Mais quelle est la position des traducteurs? Je crois qu'ils hésitent. La traduction intersémiotique permet toujours d'utiliser le métalangage de la traductologie, comme le texte source, le texte cible, la similarité, la substitution, l'équivalence. Cette constatation nous permet d'étudier l'intersémioticité comme phénomène traductologique. Mais il ne faut pas oublier que le concept le plus adéquat est celui de la reconnaissance. Comme dans la traduction interlinguale, nous reconnaissons qu'un texte B est la traduction d'un texte A. De même, nous pouvons reconnaître qu'une transmutation B est dérivée d'un texte A, même dans le cas de l'intericonicité. Nous reconnaissons que la traduction intersémiotique est mieux acceptée aujourd'hui dans les études traductologiques. Cependant, il semblerait que l'ampleur de ce phénomène sémiotique resterait encore à être démontrée pour les traductologues qui le considèrent comme trop complexe ou qui ne peut pas être subsumé dans la catégorie traduction. C'est un constat optimiste que la dimension traductive de l'intersémioticité est reconnue par les spécialistes du spectacle et des médias. Je cite par exemple Lafont, qui s'occupe de la traduction dans le discours journalistique, ou d'André Elbo, qui parle de la traduction intersémiotique dans le théâtre. Il s'agit sans doute d'un phénomène reconnu d'un phénomène qui peut être considéré comme un phénomène escompté qui enrichit l'étude de la communication culturelle, un champ de recherche concernant tant la traductologie que la sémiotique. Et je voudrais vous remercier de votre attention. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. J'espère que c'était... Je ne sais pas, en ce qui concerne les études intersémiotiques au Brésil, je crois qu'il y a un groupe qui s'occupe, c'est le groupe de João Queiroz, qui s'occupe de la traduction intersémiotique, mais d'un aspect, d'une perspective persienne. Je ne sais pas si le phénomène de la traduction intersémiotique sont étudiés d'une perspective européenne, on peut dire. Je suis à votre disposition pour s'il y a des questions. Merci, Evangelos. Maintenant, on passe aux questions. Je vois qu'Yvan a déjà levé sa main et j'imagine que Renata Mancini va aussi parler parce qu'elle lidère un groupe de traduction intersémiotique de base de la sémiotique rémasienne, disons, mais surtout la sémiotique tensive aujourd'hui. Mais je leur laisse la parole. Yvan, s'il te plaît. Merci, Beth. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bien, très bien. Merci, professeur. Nous avons, dans votre exposé, il y aurait plein de points à mettre sur la table de discussion. Je voudrais avant tout apporter cette information que vient de rappeler Beth à l'instant, là. En effet, au Brésil, je crois qu'il y a à l'heure actuelle plusieurs groupes où les gens s'occupent, des groupes de recherche où les gens s'occupent des questions de la traduction interlinguale et des autres modalités de traduction. En effet, le professeur João Queiroz et son groupe, c'est une équipe travaillant à partir de l'orientation peirséenne de la sémiotique, à partir de la sémiotique américaine, mais nous avons
ici présente notre collègue et amie de longue date, Renata Mancini, qui est le leader d'un groupe qui travaille sur ces mêmes questions à partir de sous une palette d'orientations simultanées, dont notamment l'orientation de la sémiotique discursive de l'École de Paris, mais elle en parlera de façon plus complète et surtout plus exacte que moi-même. Alors, je passe la parole à Renata. Renata è con você. Renata, qui enseigne à l'Université fédérale Fluminense à Niterói, Rio de Janeiro. Bon, merci, professeur Evangelos. Merci, Ivan. Je n'ai pas rien préparé pour parler aujourd'hui. Et mon français, comme vous voyez, c'est pas exactement très bien, mais Speak English if you wish. Non, on va essayer. Il faut le faire. Et non, ce que je fais, je travaille avec la traduction intersémiotique. Et dans un mot général, ce que je dis, c'est que ce qu'on traduit, c'est les projets énonciatifs. Et alors, on commence à faire la description précise de ce qu'on appelle projet énonciatif, les paramètres pour analyser les différences entre les deux textes, l'original et les traduits. Et ce que je dis, c'est que la traduction intersémiotique, c'est un type de traduction. Et pour moi, la traduction, c'est un concept qui peut englober tous les types que vous avez parlé aujourd'hui. On peut parler des traductions dans un large sens. Et pour faire cette généralisation, il faut dire que ce que c'est traduit, c'est le projet énonciatif. Alors, les restes, ce sont des contraintes. Les contraintes de langue par langue, sémantique, syntaxique, etc. Les contraintes de langage, les types de paramètres sensoriels, par exemple, qui sont envolvidos, comment il faut qui sont impliqués. Qui sont impliqués, merci. Et aussi les contraintes culturelles. Alors, par exemple, on peut passer pour la dimension des pratiques sémiotiques, par exemple, en utilisant les études de Fontanille, et pour penser que même, par exemple, une pratique éditoriale peut être pris comme contraint traductoire. Alors, c'est une étude vraiment généralisante, si on peut dire. Et voilà, c'est dommage que j'ai des publications en portugais, mais je suis en train de produire quelque chose dans des langues que les personnes peuvent suivre aussi. Si j'ai quelque chose dans une autre langue comme anglais ou français, si vous avez l'intérêt, je peux vous envoyer quand oui, je l'ai. Je vous remercie de votre intervention. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je vois des exercices en ce qui concerne la traduction intersémiotique en portugais, en espagnol ou en italien, que je ne peux pas lire. Ça pose un problème pour moi. Mais ça serait très utile de voir les autres centres de recherche dans des pays différents, qu'est-ce qu'ils pensent. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais avec mes collègues traductologues, il y a une sorte de querelle scientifique. Par exemple, ils me disent pourquoi on doit appeler ce type de transformation traduction. Et quand je pose la question, mais pourquoi mais comment on peut mettre des frontières en ce qui concerne le terme de la traduction, ils ne peuvent pas me répondre parce que la traduction est un phénomène purement culturel.
La traductologie est une science interdisciplinaire, donc, qui étudie bien sûr la culture. La langue, c'est un produit culturel, mais il y a beaucoup de langues, entre guillemets. Donc, quand je dis ça, ils me disent oui, vous avez raison, parfois nous avons besoin de la sémiotique pour quand il y a des problèmes avec la langue. Mais je les explique que la sémiotique ne se diminue pas seulement à l'iconicité. On étudie sémiotiquement la langue, on étudie sémiotiquement le graphisme, on étudie la position du corps, on étudie la proximité. Il y a d'autres systèmes qu'on doit prendre en considération. Par exemple, quand on a un texte écrit, il n'y a pas seulement, c'est un texte polysémiotique dès le début, parce qu'il y a la langue, il y a la position dans l'espace, l'interligne, il y a le police, il y a les paragraphes, des faits visuels qui accompagnent la langue, mais qu'on doit prendre en considération quand on fait une traduction interlinguale. Il n'y a pas un besoin d'avoir une image qui accompagne un texte linguistique pour parler de la traduction. Et la traduction, je peux dire, de sémiotique, est partout. Je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est qu'on doit convaincre les traductologues. Oui, je suis d'accord. J'ai beaucoup participé dans des événements de traduction, bien sûr, et d'adaptation aussi, parce qu'il y a cette séparation. Et je crois qu'au moins ici au Brésil, ça commence ces deux types de théories. Ils commencent à entendre que on peut gagner beaucoup si on se fait une approximation. Oui. Voilà. Vous avez ça raison. commence. À mon avis, ça commence Oui, je comprends. Oui. Et une autre chose que j'ai oublié de parler, c'est que on aussi prend en compte l'interface sensible. Ça veut dire que il y a dans un texte, par exemple, dans un texte écrit, par exemple, si on va faire l'adaptation à la bande dessinée, je ne sais pas, par exemple, il faut aussi traduire les moments d'intensité. Et ça fait partie de ce type de description qu'on fait, et pour ça, on utilisait l'abordage tensif. Alors, quels sont les moments d'intensité, quels sont les moments de pic, si on peut dire, qu'il faut traduire toujours en prenant en considération les contraintes de langage, etc., comme on a déjà dit. Alors, c'est beaucoup complet, on peut dire, et généralisant en même temps. Vous avez raison. Oui, voilà. Mais merci. Bon, je vois que Valdir a levé sa main. Yvan avait la sienne levée, mais je crois que il était simplement question de l'ABC. Non, j'avais levé la main, mais je voudrais parler après Valdir. OK. Valdir, s'il te plaît. OK. Bon, premièrement, merci beaucoup, Evangelos, pour cette récupération de toutes les réflexions sur la traduction, antisémioticité, etc., depuis les années 50 du siècle passé, à travers Jacobson, Barthes, Umberto Eco, etc. Merci beaucoup, c'est vraiment éclaircissant. Mais je voudrais poser, en tant que non-spécialiste de traduction, voilà, des problèmes, des principes qu'occupe ma tête. C'est-à-dire, si on prend la définition de langue par Saussure comme un système de signes, un système de cohésion énorme entre le sémantisme de signes, il n'y a pas de traduction interlingue. Ça, c'est un principe qui me tourne la tête.
On pourrait avoir des reproductions, adaptations, approximations sémantiques et même approximations du plan de l'expression, mais en principe, pas vraiment une traduction. Voilà, c'est ma question. C'est pas une question de spécialiste. Deuxièmement, si on prend la définition de Hjelmslev, où la forme détermine la substance et chaque sémiotique a sa forme déterminant sa substance, en principe, on ne pourrait pas avoir une traduction entre sémioticité. Vous comprenez la question? Oui, oui, je comprends très bien. Oui. Ce sont des problèmes que je me pose à moi-même. Voilà, c'est ça ma petite question. Oui, je crois que ce sont des questions qui dérivent d'une réflexion linguistique. Par exemple, moi, mes études de base, c'était en sociolinguistique. Quand j'avais terminé ma thèse, j'avais des questions en ce qui concerne les autres systèmes sémiotiques, comment ils participent, comment ils accompagnent la langue pour nous aider à comprendre beaucoup plus le phénomène culturel. Vous avez raison que les études de Hjelmslev sont très intéressantes pour l'école sémiotique de Paris et que Jacobson, qui est classifié dans l'école sémiotique de Paris, je crois qu'il a été influencé par Hjelmslev. Pas seulement lui, mais aussi Greimas et Courtès. Mais vous voyez que tous ces scientifiques qui ont été influencés par... c'est une remarque sémiotique. Tous ces scientifiques, tous ces linguistes qui ont été influencés par Hjelmslev ne parlent pas de traduction intersémiotique. Ils parlent de transposition. Donc, je crois qu'il y a une réservation de considérer ces faits comme des traductions. C'est la même chose que Eco disait. On peut dire qu'il s'agit d'un fait culturel, mais pas de traduction. Je crois que tout dépend de l'école sémiotique, de l'école qu'on choisit. Par exemple, puisque la majorité des traductologues, moi je suis le directeur de la section de la traduction de mon université, puisque la majorité des traductologues commencent par la classification de Jacobson, pour définir la traduction interlinguale, ou proprement dite, donc on doit accepter les autres deux catégories qui nous aident à mieux comprendre la culture, parce que les traductologues, ils sont réservés à ce qui concerne cette transformation culturelle, parce qu'ils ne la connaissent pas, ils ne travaillent pas avec les systèmes linguistiques non-verbaux. Mais maintenant, ils disent, voilà, nous avons besoin, puisqu'on a des textes multimodaux, mais la multimodalité dépasse de beaucoup cette réflexion linguistique de l'école sémiotique de Paris. Je crois que l'école sémiotique de Paris, j'ai argumenté dans un article, et maintenant est un peu enfermé dans ses pensées. Il a travaillé beaucoup sur les termes proposés par Greimas, mais maintenant il reste une école qui est enfermée à l'étude des faits linguistiques au moment où la communication quotidienne n'est pas purement linguistique. Pour répondre donc à votre question, je crois que c'est une question de choisir la typologie avec laquelle on commence à étudier le fait culturel. C'est ça, en général. Merci, monsieur. Pour continuer ce que le professeur Bebidas a démonté, avec mes collègues du département du cinéma, ils me disent, nous on appelle ce type de transformation d'un roman, par exemple, Les Misérables de Hugo. Quand on le transporte au cinéma, on l'appelle adaptation, mais on ne savait pas que dès 1959, Roman Jacobson l'appelait traduction intersémiotique. Mais moi, que je suis un professeur du cinéma, je ne suis pas traductologue, je ne connais pas la traduction, donc je suis très réservé d'utiliser le terme transmutation ou le terme traduction intersémiotique, et je préfère utiliser le terme adaptation pour sécuriser. Donc, il y a une autre approche de ce phénomène, puisqu'ils ne connaissent pas la traduction. Ils ont peur que quelqu'un peut leur demander pourquoi vous l'appelez traduction, vous êtes traductologue, etc. Donc,
chaque typologie et chaque domaine, chaque champ de recherche doit mettre dès le début, éclaircir la typologie ou l'école selon laquelle il fait l'étude culturelle, parce que c'est une étude dans le domaine de la culture, bien sûr, et pour comprendre pourquoi il utilise cette terminologie, comment il aperçoit ce collègue, ce type de fait culturel. C'est très intéressant d'après moi. Même dans la différence, quand on discute, on trouve des points communs. Merci beaucoup, Evangelos. Merci. Oui, Ivan? Je peux poser ma question? Bien. Alors, j'ai une petite question concernant un passage de votre exposé. Oui, bien sûr. Mais je ne suis pas sûr d'avoir bien pris note de ce que j'ai entendu. Alors, vous allez me dire si, Je vais vous aider. si ça marche ou si ça ne marche pas. Hein. Donc, ce que j'avais noté, c'est un passage où vous aviez mentionné quelqu'un qui affirmait, j'ouvre les guillemets, un texte qui peut être interprété, peut être traduit. Je n'ai pas eu le temps de prendre note de l'auteur de cette affirmation. Oui, d'habitude, c'est la thèse principale de l'école sémiotique de Moscou-Tartou. Selon l'école sémiotique de Tartou. La sémiotique de Moscou. Oui, oui. L'école de l'Otman. culturel. Pour un moment pour vous aider. Pour trouver ce passage. C'était la position du traducteur de Laurence Venuti. Très bien. C'est une position qui nous rappelle l'école sémiotique de Paris, parce que selon l'école de sémiotique de Tartu, exprimée par Toro, par Soutiste, même par Joran Sonson, qui appartient bien sûr à l'école sémiotique de l'Aude, mais qui utilise la notion de la sémiosphère dans la traduction. Et quand un produit culturel peut être interprété, il peut être traduit. Et c'est bien sûr très proche de l'école sémiotique de Paris, de Greimas, de Courtès, qui disait que la traductibilité apparaît comme une qualité, je fais la traduction simultanée, de tout système sémiotique. Ça, c'est une position de base pour l'école sémiotique de Paris, mais aussi qui est très proche de l'école sémiotique de Moscou-Tartu. Bien. Justement, c'est dans le prolongement de cette affirmation que j'aurais voulu vous poser cette question. D'accord, tout texte, admettons que tout texte qui peut être interprété se prête à une traduction. Mais qu'est-ce qui se passe s'il s'agit d'un poème? Vous voyez, c'est-à-dire que ce qui me traverse l'esprit par rapport à ça, c'est la difficulté, si je peux dire, la difficulté inhérente de la traduction du poème. En admettant qu'on est devant un poème qui peut être interprété, qui peu ou prou donne lieu à des interprétations, à une compréhension d'un certain point de vue. Encore faudrait-il savoir si on peut le traduire. Ça, c'est aussi une vieille discussion une discussion chez les littéraires professionnels. Oui. C'est-à-dire, peut-on traduire un poème? Qu'est-ce qui résulte après la traduction d'un poème d'une langue d'origine dans une autre langue? Selon Jacobson, c'est difficile de traduire la poésie. Mais pour traduire, puisqu'il y a des traductions des poèmes,
d'abord, on doit comprendre, interpréter, et après, on doit traduire. Bien sûr, il y a une querelle scientifique en ce qui concerne l'interprétation et la traduction. Par exemple, Saloeco, d'abord, on interprète et après, on traduit. Mais pour Fabre et Steiner, l'interprétation est une reconnaissance, c'est un type de traduction. Mais c'est une autre querelle scientifique. En ce qui concerne le statut, des statuts différents de l'interprétation de la traduction. Puisque nous avons des poèmes traduits dans des autres langues étrangères, bien sûr, on peut les traduire, mais on doit les comprendre et nous voyons que la traduction, très souvent, même s'il y a, comme on disait, que la traduction d'un poème ne peuvent pas s'effectuer, on a des traductions qui sont assez éloignées du prototype, on peut dire, du texte original, de ce que mes collègues traductologues me disent, parce que moi, je ne m'occupe pas de la traduction littéraire. Très bien, merci. Merci beaucoup. Je voudrais savoir s'il y a d'autres questions. Je vois Maria Giulia, Daiane, Renata aussi. Bon, ce sont les caméras, les visages que je vois. Didier aussi. Je ne sais pas si vous voulez poser des questions. Bah, moi, merci, Betty. Bonsoir à tout le monde. Ici, les 20h30. Bon, moi, j'ai beaucoup apprécié la conférence d'Evangelos et j'ai beaucoup appris, même si je suis un peu arrivée en retard, mais je voulais peut-être rebondir sur la question de la forme et de la substance. J'ai donné quelques conférences à l'USP, à l'UNESP sur cette question. Et Iva et Valdir et Betch le savent. Et quand Valdir t'a posé la question, Evangelos, de la forme qui détermine la substance, moi, je me suis un peu battue ces dernières années, toujours avec des exemples pris, non pas du verbal et du visuel, mais du visuel, mais des différents visuels, c'est-à-dire que j'ai abordé la question du média, par exemple du média photographique par rapport au média pictural. Et tu sais qu'il y a beaucoup de traductions, par exemple, faites par la photographie à partir d'iconographie religieuse de la peinture, par exemple. Et là, j'ai vraiment vu que même si les formes restent les mêmes, c'est-à-dire si on peut reconnaître les formes d'une image à l'autre, il y a effectivement quelque chose qui résiste et c'est la substance. C'est le fait que la matérialité de la peinture n'est pas celle de la photographie, n'est pas celle du dessin, n'est pas celle de la gravure, etc., etc. Donc, même à l'intérieur du visuel, le problème de la substance qui a été un peu négligé par les grémaciens. Toi, tu as dit que les grémaciens se sont peut-être un peu enfermés, si j'ai bien compris, se sont peut-être un peu renfermés sur la question linguistique. Moi, je pense que les grémaciens ont fait beaucoup pour l'image, à partir de Paolo Fabre jusqu'à Fontani, etc., et qu'ils ont travaillé justement sur l'énonciation visuelle. Renata a parlé du projet énonciatif. Bref, sur beaucoup de choses, ils ont vraiment essayé de rendre compte du langage de l'image, mais je pense qu'ils se sont un peu arrêtés à cette question que j'appelle la question du média ou de la substance, si l'on veut. Et je pense que c'est là qu'on peut continuer de travailler, parce qu'à partir de la substance à l'intérieur du monde visuel, on peut aussi ensuite, évidemment, se préoccuper d'étudier la substance dans d'autres cadres audiovisuels, verbal, etc. Bon, c'était ce que je voulais partager avec vous. Merci. Merci. Oui, Evangelos, voudrez-vous commenter quelque chose? Non, c'est mieux d'avoir l'avis pas seulement de Maria Giulia, de Didier aussi, qui est plus proche à l'école sémiotique de Greimas, pour nous informer de ce qui se passe, parce que l'idée qu'il existe en Grèce, c'est que ce travail, que l'influence greimasienne
en ce qui concerne l'iconicité, trop petit. Nous voyons dans les études anglo-saxons, dans les études circulaires français, que d'habitude, on voit le nom de Barthes partout, mais on ne voit pas le nom des figures éminentes de l'école sémiotique de Paris. Mais c'est vrai que la dernière 5 ans, 6 ans, décennies, ok, je peux dire, il y a un intérêt en ce qui concerne l'image. C'est très bien exprimé. On aime beaucoup ça à Thessalonique, le travail de Maria Julia. Et j'espère qu'il peut être continué parce que jusqu'à, je crois, je peux dire, jusqu'à la 2005-2010, on avait l'impression que la contribution majeure est provenue de Paolo Fabri en ce qui concerne l'étude de l'iconicité. C'est mieux d'avoir, si on a plus de traductions des œuvres en grec, peut-être ça peut nous aider à changer notre idée que nous avons pour certaines écoles sémiotiques, parce que ne sait pas beaucoup en ce qui concerne l'école sémiotique italienne, par exemple, comme j'ai déjà dit, espagnole, portugaise, peut-être qu'ils ont avancé une recherche qu'on ne sait pas. Merci. Didier, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, merci. Bonjour, Julia, je suis content de te voir, déjà pour dire. Sur la question de l'iconicité, effectivement, je pense que Julia est beaucoup plus apte à dire des choses, et elle a commencé à les dire tout à l'heure. Et pour dire aussi qu'en fait, même Evangelos lui-même a commencé à aborder cette question de l'iconicité avec, lorsqu'il présentait les niveaux de traductibilité, traduction totale, partielle, et, je sais pas, tu as donné plusieurs types de... Moi, je trouvais que c'était très intéressant, et ça revient à une question que j'aborde un peu de façon encore assez maladroite. Tu connais un peu mon article sur le mode mineur, mais je pense qu'il y a la question de la traduction pose de plus en plus, et là, pour venir à l'école de Paris, un problème qui a tendance à passer sous silence en sémiotique, mais en fait qui est abordé de façon souvent assez parallèle, c'est la question de la stabilité de la structure. De la structure de ce qui est traduit. Je crois que moi, c'est un sujet que j'ai trouvé tout récemment, c'est la question de la structure que j'appelle la structure dissipative. Les systèmes sémiotiques, bien évidemment, ont une structure qui peut être très cohérente, qui peut être maîtrisée, mais il y a une grande part dissipative qui se pose lorsqu'on est face à des objets. Et je crois que l'argument que Renata Mancini abordait tout à l'heure sur la notion de contrainte est très importante. Et tu as raison, c'est à ce niveau-là que la sémiotique, on va dire, parisienne ou grémacienne a tendance à buter. C'est-à-dire que dès lors, la question de la dissipation des structures se pose dès qu'on transpose l'effet de signification sur le plan média, en fait, sur le plan global de la communication. À ce moment-là, il faut redéfinir, de mon point de vue, les cadres de détermination de la sémiosis, en fait. C'est un phénomène que moi j'ai eu abordé il y a très très longtemps, lorsque je travaillais sur une autre forme d'adaptation qu'on appelle plutôt la novélisation. C'est avec une école à Leuven en Belgique. C'est comment on arrive à traduire un film en roman. Ce n'est pas la même chose que l'adaptation. L'adaptation, il suffit de trier, de sélectionner et de mettre en scène pour pour créer un film. Alors que la novélisation, c'est l'inverse. La question, c'est qu'ici, se poser la question de ce qu'on traduit. Pour fabriquer un film, il faut un scénario. Autrement dit, pour transposer un film en roman, il faut rescénariser le film et ensuite le thématiser et produire un texte littéraire. Donc, il faut que la littérarité n'est plus la même. La poésie, pour en venir à la question qu'ils vont aborder tout à l'heure, n'est plus la même. Mais qu'est-ce qu'on traduit? Et donc, on est obligé de s'accrocher donc, à ces éléments dissipatifs qui ne relèvent pas du signe, en fait, en tout cas au sens, qui ne relèvent pas de la forme du signe. On est obligé, de mon point de vue, effectivement, de se rabattre sur la substance. C'est un peu ce que Mme Julia disait tout à l'heure et qu'elle aborde très bien lorsqu'elle parle d'iconicité. Or, effectivement, un des points aveugles, pour prendre l'exemple, il faut prendre le titre d'un ouvrage qui a été publié au Canada, c'est qu'il y a ce point aveugle-là en sémiotique grammacienne qui est la substance.
il faudra poser la question aux sémioticiens grammaiciens. Qu'est-ce qu'on a fait de la substance en sémiotique? On ne sait pas. Moi, je me pose encore cette question et je crois que lorsque Renata parle de contraintes, par exemple, dans la traduction, c'est de ça qu'elle parle en fait. C'est-à-dire, quel est le fondement même de la création de la forme, ou comment la forme réfère, comme tu le disais tout à l'heure, à la substance? Par quel biais? Là, c'est très compliqué. Donc voilà, peut-être comment ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a une question de la nature de l'objet. Dès lors qu'on a, il me semble, dès lors qu'on s'inscrit dans un processus de traduction, se pose immédiatement la question de la nature de l'objet et se pose également aussi la question de la stabilité de la structure du signe. Et c'est à ce moment-là que commencent les problèmes. Et je crois que tes collègues en littérature, en traductologie ont raison de te poser des questions qu'ils te posent et que tu évoquais tout à l'heure. Là. Voilà. Moi, c'était juste un commentaire. Et je suis d'accord, hein, mais après, je me fais taper dessus. Les sémioticiens parisiens, en fait, de l'école de Paris, se sont enfermés dans une lecture très linguistique du signe. Et ça pose beaucoup de problèmes. Et je crois que la manière dont tu traites la question de la traduction, jette un éclairage différent sur ces questions-là. Voilà. Merci Didier. Merci Didier aussi. D'autres questions? Je sais qu'il est déjà 9h30 en Grèce. Non, pas de problème, il n'y a pas de problème. Je suis à votre disposition. Nous n'avons pas le plaisir d'avoir des discussions avec des collègues qui sont très loin ou qu'on ne les connaisse pas. C'est très bien d'avoir cette opportunité d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais oser appeler un ex-doctorant à moi, mais je ne sais pas comment le niveau de son français maintenant. En anglais, il parle brillamment. C'est Edson Gomes. Si Edson voudrait parler de Paranoid Park, surtout le rapport texte, verbal et film que tu as exploité dans ta thèse. Edson? Oui. Mon français, c'est mal. Je pense que je parlerai en anglais. Oui. C'est bon? Bien sûr, oui. Oui. I just worked with semiotics and adaptation, but I think I was not so worried about the question of what is translation, what we should call that kind of translation, but I just put all my translation problems. I decided to put these problems into the question of the narrator and what Greimas called narrator and observer. And I tried to see how an observer would work in the movie, in the film, and an observer would work in the literary work, and try to establish like a bridge in which in film the observer would be much more more important than the narrator. And in literature, maybe the narrator is more important than the observer. But I decided to work with this two actants of enunciation to try to talk about translation. That was basically the work, the thesis. Very good topic. Very good topic. Yeah. And well, that's it. Approach. Yeah. I think that you will find a lot of things, a lot of it's a research field that it is very very popular now in Greece, but usually in the film studies. But now I see that some students in traductology, in translation studies, they start make some research in this field you are working on, and I think that we will have very interesting results because they sometimes they tell me that the differences between the intermediary adaptations that are circulating
in culture are much more interesting if we compare it with the most known resulted adaptation that we know. And I'm very curious to see what is happening with this kind of intermediary adaptations, what is happening with the new text that is produced, even though it is not very well known in the cinephiles. So I think that you have a very interesting topic to study. Yeah, I realized, well, I ended up realizing that the observer in a literary text or in a verbal text is different from an observer in a filmic text, because the observer is plastic. In the film, the observer is usually plastic and audiovisual, and it controls plasticity, color, sounds, etc., and has a point of view. While in literature, you usually don't, the narrator, observer is not plastic, it's not audiovisual, it doesn't have a point of view, it's not a camera. So it's a different kind of narration, it's a different kind of observation. And that's it, and production, text production. But thank you for reminding me, thank you for, that's it. Thank you. Thank you. Well, then, thank you, Edison, for not having told me to shut up. Pardon, j'ai changé en anglais à cause de la séquence. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient poser des questions aussi? Peut-être on pourrait remercier Evangelos Kourdis et le laisser dîner et tout ça. Pardon? Quelqu'un? Yvan? Yvan, oui. Je voudrais poser la question au professeur Kourdis. Quand est-ce que vous allez nous envoyer un texte de vous à publier dans notre revue Estudos Semióticos? Avec plaisir, mais je ne sais pas en quelle langue vous le préférez. Nous ne publions, pour l'instant, nous n'avons jamais publié de travaux en grec, mais la revue publie dans 5 langues, les langues romanes, plus l'anglais. Okay. Français, espagnol, portugais, italien, anglais. Avec plaisir. Avec plaisir. Je vous enverrai après, par la suite, je vais vous envoyer les informations. Je vous envoie ça sur un mail personnel, si vous voulez bien. Nous serions contents d'avoir une contribution de votre part. Merci bien de votre invitation. Oui. Très bien, très bien. Bon, Yvan, je voudrais remercier Evangelos formellement, mais aussi on a des informations à donner à tout le monde. Tu veux que je le fasse ou tu le fais? Oui, je peux. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez là? D'accord. Je voudrais dire 2 choses. Tout d'abord, que la série du FAPS, du Forum sur l'actualité de la recherche sémiotique, va se poursuivre le mois prochain. En septembre, nous allons écouter, je viens de mettre le lien là sur le chat. Le mois prochain, nous allons écouter notre collègue Nedret Öztokat de l'Université d'Istanbul en Turquie, qui va nous parler de la ville d'Istanbul en tant qu'espace de confrontation de différentes représentations, de différentes cultures et de transformations. Et elle va notamment nous parler des transformations récentes
dans l'infrastructure même de la ville et de leur retomber dans les représentations symboliques que l'on peut s'en faire. Donc ça, c'est rendez-vous dans un mois pour écouter notre collègue qui va nous transmettre son exposé directement de la ville en question, de la ville d'Istanbul, c'est-à-dire de Constantinople, c'est-à-dire de Byzance. Eh bien, et puis, c'était ça du point de vue du calendrier. C'est donc le 24 septembre, si je me rappelle bien. C'est bien ça, non? On va avoir l'intervention de notre collègue Nedret Stokat. Et à part ça, il nous reste à dire au professeur Evangelos Efharistopoli. Συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ συνάδελφε, και εγώ. Non, mais c'est nous, mais c'est nous. Oui, Didier voudrait dire quelque chose, s'il te plaît. Oui, S'il vous plaît, pardon. Non, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de problème. Je parle de façon très opportune. Je suis secrétaire général de la Fédération romane de sémiotique et j'aime bien que le type d'information qu'Yvan vient d'adresser là me parvienne aussi. Parce que comme vous savez, tous les mois, nous diffusons un bulletin d'information et nous allons d'ailleurs l'étendre. Il y a des informations qui vont arriver au mois de septembre. On ne publiera rien au mois d'août, mais à partir du mois de septembre, je serai content pour l'ensemble des collègues qui sont connectés là, que vous m'adressiez des informations formelles. L'idée avec Isabella Pedini, c'est vraiment de récolter l'ensemble des informations qui concernent l'actualité de la sémiotique romane pour que les uns et les autres soient au courant. Donc, si j'ai la date d'intervention de directeur Sokat, qui est d'ailleurs trésorière de la fédération, ce serait bien de le diffuser là-dessus pour qu'il y ait du monde aussi. Voilà. Donc, c'était juste une façon, je m'excuse de profiter de la situation, mais c'est comme ça. Je suis secrétaire général, donc il faut que je parle. Très bien, merci. Nous vous remercions. Avec plaisir. Okay, merci beaucoup. Merci. Oui, c'est super. Bon, il est temps de fermer notre après-midi et votre soir. C'était un grand plaisir de pouvoir suivre votre exposé et bon, espérons que vous nous envoyez un article pour d'autres revues et que nous continuons à être en contact. C'était vraiment un grand honneur. Merci beaucoup, Evangelos. Et bon, on espère se revoir. Bonsoir et bon, à la prochaine. Merci. Bonsoir. 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 Bonsoir a tous. Ivan e Beth, acho que a gente precisaria conversar uns minutinhos em seguida, pode ser? Por mim, pode sim, Valdir. Não sei se vocês estão me ouvindo. Por mim, pode. Tá bom. Por mim pode um pouco. Eu tenho reunião da Alcane às 4h30. Não, é coisinha rápida. É coisinha rápida. É, aquele comunicado de volta presencial, né, da reitoria. É, um pouco sobre isso.